Yo, la team Reachers, comment ça va les amis? Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti d'épisode podcast. Beaucoup de choses sont passées entre temps. Là, c'est le deuxième épisode. J'ai vraiment envie d'investir, tout simplement dans dans ce format. Je trouve que c'est un format qui mérite toute sa place. Encore une fois, Reaching Sport, c'est pour vous aider à progresser, vous aider à devenir de meilleurs joueurs et tout. Donc, un podcast, ça a tout son sens, sachant que l'idée, c'est d'en sortir régulièrement. C'est vous qui trouvez les thèmes. On va faire en sorte que tous les lundis, je vous mette les thèmes qui peuvent être abordés. Et tout simplement, vous allez voter. Et puis ensuite, je vous demanderai de poser des questions. Comme ça, vous pourrez tout simplement me dire de quoi est-ce qu'on va parler pour les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à suivre la page Reaching Sports sur Instagram. Je mets le lien dans la description, sinon c'est @reachingsports du 8 je crois, le tiré tout en bas, la underscore, basketball tout attaché. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à répondre au sondage qu'on mettra en story vraisemblablement avant chaque podcast, quelques jours avant. Donc là, vous avez voté pour le thème comment s'entraîner pendant l'été. Donc, c'est parti. Donc l'idée là de ce podcast, c'est de pouvoir créer tout simplement un truc un peu routinier. Donc on va commencer par quelque chose un peu plus type développement personnel. Un petit thème qu'on va aborder régulièrement, voilà, ça va changer certaines fois. Et ensuite, on passera sur la partie vraiment au cœur du sujet. On abordera différents thèmes et ensuite on finira par une petite conclusion. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous convient. Sur cet épisode-là, je me suis pas filmé. Si jamais vous voulez que ce soit le cas, si jamais vous préférez quelque chose plutôt vidéo, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire en sorte de pouvoir filmer tout simplement l'épisode podcast. Voilà en gros comment tout ça va se passer les amis. J'espère que vous êtes bien installés confortablement. Moi je suis bien installé sur mon fauteuil. Alors petit update, j'ai fait un petit setup pour le podcast et j'ai dû bouger un truc et malin comme je suis, je me suis ouvert le pouce gauche. Du coup, pas cool quoi. Pas cool, mais comme ça vous êtes au courant. Pouce gauche ouvert. Du coup là j'ai un gros bandage bien dégueulasse et ça a retardé un petit peu le tournage de quelques minutes. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc l'idée là tout de suite c'est de travailler, d'aborder le thème du jour. Et le thème du jour sur l'aspect développement personnel, c'est la visualisation. J'ai regardé un petit peu en ligne à quoi ressemblait la visualisation. J'ai vu une interview d'Evan Fournier dans Click avec Mouloud qui parle justement de ces exercices de préparation mentale et de la visualisation et de l'importance de ça dans le monde du haut niveau. Et je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir aborder ça avec vous, sachant que c'est assez complexe comme sujet à aborder parce que déjà j'ai pas les compétences en termes, vous savez, yoga, j'ai pas les diplômes de préparation mentale, d'hypnose et tout ça. Donc c'est un sujet qui est vraiment complexe. Donc tout ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. Mais après, libre à vous d'aller chercher des informations ailleurs sur Internet, sur des personnes plus compétentes. Je vous invite même à le faire. Je pense que cette démarche est bonne, d'aller voir les experts dans chacun des domaines et de pouvoir aborder avec eux les différents sujets. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que ça vaut le coup, tout simplement. Du coup, la visualisation, ça a plusieurs aspects positifs, notamment, en fait, voilà comment je vois les choses. On a une vie de tous les jours qui existe et en fait, notre corps, notre esprit, etc., il reproduit ce qu'on apprend, tout simplement. Et un exemple concret de ce que je veux, pour imaginer un peu ce que je veux dire, Kyrie Irving, quand il avait son beau-père, alors je me souviens plus du prénom de son beau-père, c'était un mec qui avait les mêmes handles et les mêmes finitions au cercle
Et en fait, à force de le regarder, à force de s'imaginer faire les moves, etc., et ben, il est arrivé à faire la même chose sans forcément avoir à s'entraîner des heures et des heures et des heures, parce que voilà, il a déjà visionné le truc, il sait à quoi ça ressemble et tout ça. Donc je pense que il y a quelque chose là-dedans de l'inconscient qui fait que quand on visualise quelque chose, quand on s'entraîne pour quelque chose, ben il y a des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas mal à retirer de tout ça. Donc je sais que pour revenir un peu plus à l'idée concrète de la visualisation, aux États-Unis, on avait, quand j'étais à Spire, on avait des séances de yoga, et à la fin de chaque séance de yoga, donc c'était tous les jeudis, si je dis pas de bêtises, en début d'après-midi. Et à la fin de chaque séance de yoga, en fait, on avait un petit exercice de visualisation où la majorité des joueurs d'ailleurs en profitaient pour faire une petite sieste. On se retrouvait à la fin de la séance de yoga où on se réveillait et en fait tout le monde était en train de dormir. Mais en gros, l'idée de cette petite séance de visualisation, c'était de s'imaginer, tout simplement. En fait, il nous demandait, donc l'une des séances que je me souviens, c'était, voilà, vous fermez les yeux, vous imaginez rentrer sur le terrain, vous imaginez l'odeur de la salle, vous imaginez le toucher du ballon que vous avez entre les mains, vous imaginez le bruit que fait le parquet quand vous rentrez, le bruit du ballon qui tape le sol, etc. Le fait c'est de rentrer, mais de vraiment incarner la chose, de rien laisser au hasard, de laisser aucun détail au hasard, et de forcer un peu plus le trait. Donc voilà, on rentre sur le terrain, on s'imagine prendre le ballon, le faire rebondir, le bruit que ça fait, le bruit des chaussures sur le sol, le bruit, donc on s'approche du cercle, le bruit que fait le ballon en traversant le filet, vous savez, le bruit tellement satisfaisant du switch. Voilà, et en fait on se crée un petit peu on se visualisait un peu le match parfait, donc ça commençait par ça, par l'échauffement, et puis au fur et à mesure on allait sur quelque chose de plus concret, comme le vrai échauffement, puis l'entre-deux, puis notre premier panier, puis notre première défense, puis tout ça avec aucun détail laissé, ne laisser aucun détail au hasard, et ça pouvait durer un bon bout de temps. Et c'était quelque chose que moi j'adorais parce que déjà ça m'apaisait. Donc si vous êtes très stressé, l'aspect visualisation et tout ça, ça peut vous aider à ce niveau-là. Et voilà, donc je vais pas vous faire un exercice de visualisation maintenant. Moi ce que je vous conseille c'est de faire 10 minutes avant les matchs. Voilà, pour pouvoir un peu vous entraîner là-dessus et progresser. Et puis au bout de, je sais pas moi, essayer de le faire pendant 90 jours par exemple. Ça fait long, mais c'est quoi 10 minutes pendant 90 jours? Essayer de voir s'il y a des résultats au bout qui peuvent changer. Donc je sais qu'il y a des exercices de visualisation guidés sur YouTube qui existent déjà. Donc peut-être la bonne chose à faire. Peut-être que vous vous renseignez aussi sur des articles, voilà. Si vous voulez qu'on développe un petit peu plus cet aspect visualisation, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais voilà, cette vidéo de clic avec Evan Fournier m'a vraiment, vraiment intrigué. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous tout simplement pour parler de l'aspect visualisation. Et voilà. Voilà en ce qui concerne cet aspect-là. Donc le thème du jour dans le développement personnel, c'est la visualisation. Maintenant sur la partie, du coup, on va répondre vraiment à l'aspect s'entraîner pendant l'été. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'été, c'est le moment le plus important de l'année pour vous. Tout simplement pour être de meilleurs joueurs, en fait, tout simplement. Parce que vous êtes à un moment où il n'y a plus de match, où il n'y a plus forcément à devoir prouver des choses aux entraînements face à ses coéquipiers, prouver des choses à son coach. Donc c'est le moment idéal pour vous pour reprendre tout à zéro, faire l'inventaire de ce à quoi vous êtes bon, ce à quoi vous êtes un petit peu moins bon, les choses que vous devez améliorer, les choses qui font déjà votre force, de faire cet inventaire-là et puis de travailler dans l'optique de devenir encore meilleur. Donc voilà, il faut faire ça dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons de s'entraîner l'été. La première, c'est de en faire un petit peu tous les jours. Voilà, de faire, je sais pas moi,
30 minutes, 45 minutes tous les jours, avec des routines, etc. Donc ça, c'est plus pour les joueurs qui, qui sont plus dans une optique de maintenir un bon niveau, de profiter des vacances, de profiter de tout ça. Voilà, un petit peu chaque jour, un petit peu de shoot, un petit peu de dribble, un petit peu de tout ça sur les mêmes bases à chaque fois. Ça peut être une bonne chose si vous avez passé une saison très longue, très difficile, et que en fait vous voyez pas, vous avez envie de couper un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, donc moi je suis coach de U20, et il y a beaucoup de joueurs qui me disent la saison elle a été longue. C'est pas que j'ai pas pris autant de plaisir, mais voilà, là j'ai vraiment besoin de couper parce que je m'y retrouve plus. Et ce format-là, c'est un format qui peut être vraiment intéressant, de garder la chose ludique, de faire juste de répéter ses gammes un petit peu tous les jours. Moi je trouve ça vraiment vraiment sympa de pouvoir faire ça en fait, tout simplement. Euh, dans cette optique-là, donc ça peut être vraiment bien. Ensuite, il y a une deuxième façon de s'entraîner. Cette fois-ci, c'est plus stratégique. C'est moins tous les jours. C'est peut-être entre 3 et 5 fois par semaine. Mais c'est très réfléchi. C'est très rythmé. C'est très pensé. C'est réfléchi. C'est écrit sur un morceau de papier. Voilà, on sait pourquoi on le fait. C'est avec des objectifs à chaque entraînement de mettre un objectif supplémentaire, une exigence supplémentaire. Et ça, c'est vachement intéressant en fait pour les joueurs qui en fait reviennent de blessures par exemple, ou qui sont par exemple un joueur qui vient de changer de club, qui est très motivé pour la saison prochaine. Ça peut être intéressant. Un joueur qui a passé une saison moyenne mais qui est quand même déterminé à vouloir progresser. Pour ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ça, de s'entraîner. Il faut trouver la façon qui nous correspond le mieux. Et il n'y a pas de honte à se dire, cet été, je fais pas grand chose parce que voilà, j'ai passé une saison assez compliquée et voilà, je vais faire un petit peu tous les jours. Mais voilà, le piège qu'il faut absolument éviter, c'est de ne pas en faire du tout. Ça, c'est un piège qui est fréquent chez les joueurs, mais qui est finalement pas intéressant parce qu'au final, on progresse pendant la saison régulière. Puis toute la progression qu'on a eue pendant la saison, on la perd pendant les 8 semaines d'été. Et en fait, on revient la saison d'après sur une feuille blanche et on n'a pas progressé. Alors peut-être que physiquement, on s'est un peu étoffé et tout ça, mais voilà, je pense que c'est pas la chose la plus intéressante à faire. Je pense qu'il faut en faire un petit peu tous les jours, un tout petit peu tous les jours, histoire que ce que les Américains appellent la mémoire musculaire, de muscle memory. Se souvenir du geste, du shoot, du dribble, des appuis. Le basket, c'est un sport qui est extrêmement compliqué dans le sens où on utilise des appuis, des façons de poser les appuis et tout, qui est vachement complexe. Et tout simplement, il faut savoir utiliser ça. Sinon, si le corps ne s'en souvient pas, la préparation physique, elle sera d'autant plus compliquée que ça risque d'être assez difficile pour vous de revenir à ce moment-là. Et puis c'est ce qui peut aussi, mine de rien, causer certaines blessures. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Le fait de se blesser peut être aussi un aspect important. Si le corps s'habitue à faire certains mouvements, s'habitue à faire certaines choses, finalement, c'est pas très compliqué de pas se blesser en fait. C'est pas très compliqué de pas se blesser. Par contre, voilà, il faut trouver la bonne façon de faire. Donc voilà, je vous ai donné les deux façons de s'entraîner, soit un petit peu régulièrement. La même chose, sensiblement, ça peut être marquer 10 paniers par spot, 10 à 3 points, 10 à 2 points. Ça peut être faire 10 minutes de dribble, plus du shoot. Ça peut être, peu importe, soyez créatifs là-dessus. Mais d'en faire un tout petit peu chaque jour. Voilà, ça c'est intéressant pour nous. Par contre, voilà, si vous êtes ambitieux, si vous êtes déterminé pour la saison prochaine, si vous vous sentez bien dans vos pompes, si vous vous sentez bien dans tout ça, ouais, ça peut être intéressant de faire tout simplement ce
ce truc-là de se fixer des objectifs. Donc on en parlera un peu après, mais voilà l'inventaire de ce qu'on a fait et des 6 parties que doit composer un entraînement quand on s'entraîne seul. Et d'ailleurs la transition est parfaite puisque on va parler des 6 parties d'une séance d'entraînement quand on s'entraîne tout seul. Il y a 6 parties qui sont indispensables pour être sûr à 100% que l'entraînement que l'on a mis en place soit bon, soit parfait, soit tout simplement intéressant pour tout le monde, intéressant pour vous, pour votre progression. Donc voilà, les 6 parties sont... Alors, on va dire 6 et demi. La première, c'est l'inventaire. Faites un inventaire de ce que vous êtes capable de faire. Vous prenez une feuille de papier, vous notez un maximum de choses. Finition au cercle, shoot, défense, rebond, mécanique de shoot, tout ce qui vous passe par la tête, et vous notez tout ça sur 10. Voilà. Notez ça sur 10, par exemple, mécanique de shoot, je suis à 9, je pense que j'ai une bonne mécanique de shoot. Par contre, au niveau du 3 points, je suis qu'à 3 sur 10. Voilà, des choses comme ça. Crossover, 2, mais pourtant sur le contrôle de balle, je suis à 8. Donc voilà, faire l'inventaire de ce qu'on est capable de faire, se noter. C'est la partie la plus charnière parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps et qui est le plus théorique. Et on en reparlera tout à l'heure, mais la théorie, on veut essayer d'éviter ça le plus possible parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, c'est la partie 0 ça. La partie 1, l'échauffement. Partie 2, le dribble. Partie 3, la mécanique de shoot. Partie 4, les situations de jeu. Partie 5, le shoot. Et partie 6, qui est trop souvent oublié, c'est le cool down. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais voilà, il y a ces 6 parties-là, elles sont indispensables, il faut pouvoir les utiliser. Donc l'échauffement, ça correspond à tout ce qui va être étirement dynamique, commencer à courir, commencer à mettre son corps en mouvement. Le dribble, ça peut être des routines, ça peut être des crosses, ça peut être les deux. Mécanique de shoot, donc c'est reprendre un petit peu les bases, se mettre proche du panier et en bouffer ça. Il faut en bouffer à fond la caisse de la mécanique de tir, surtout à ce moment-là de l'année. Des situations de jeu, donc là ça revient à l'inventaire, ce à quoi on est bon, ce à quoi on doit être bon pour l'année prochaine, et travailler là-dessus. Par exemple, si vous êtes un poste de shooter et que vous avez un bon coach, peut-être qu'il va créer des staggers pour vous. Alors les staggers, c'est une sortie avec plusieurs écrans pour pouvoir vous démarquer. Et donc vous devez être capable de faire les staggers, d'attraper le ballon et de shooter derrière. Donc voilà. Situation de jeu, ça peut être un exemple. Ça peut être peut-être que vous allez avoir le ballon pour un contre 1 à 45 degrés. Faut savoir être bon là-dessus. Une partie de shoot, répétition de shoot à fond, en se challengeant. Et le cooldown, ça correspond, encore une fois on y reviendra après, mais ça correspond à un petit exercice qui va vous permettre de passer du mindset, donc ce qui s'appelle sympathique parasympathique, mais du mindset de compétition à fond, concentré à on revient à la vie normale, on revient à un truc un peu plus calme. Voilà, et ça c'est intéressant notamment sur l'aspect des blessures et sur le système nerveux, toutes ces choses-là. Donc voilà. Voilà les 5 choses. Les 5 choses, les 6 comment on appelle ça, partie d'une séance d'entraînement quand on s'entraîne seul. Donc soyez sûr à chaque entraînement de bien cocher toutes ces parties-là. Échauffement, dribble, mécanique de shoot, situation de jeu, shoot et cool down à la fin. On reparlera du cool down à la fin encore une fois, mais c'est quelque chose qui est très peu abordé en France et pourtant c'est tellement un élément qui est tellement puissant. Et en plus vous pouvez vous en servir pour progresser, donc il faut le faire, il faut absolument le faire. Donc voilà. L'échauffement. Alors l'échauffement, il doit être utilisé pendant, je dirais, au moins 5 minutes. Et là, l'idée, c'est de déverrouiller ses articulations, c'est de commencer à étirer les muscles, c'est de faire circuler le sang dans les veines, dans tout le corps, en fait. Donc, ce que je conseille, c'est de commencer par étirer à peu près tous les muscles du corps, commençant par ce que les Américains appellent les hip flexors, les hanches,
les hanches, c'est le problème du basketteur parce qu'on est souvent à l'école, au travail, on est souvent assis sur une chaise et on perd un peu de mobilité au niveau des hanches. Et pourtant, les hanches, c'est ce qu'il y a de plus important au basket et il faut en prendre soin, il faut les travailler, il faut les déverrouiller avant chaque séance, avant chaque entraînement. Sinon, ça peut être un vrai frein à votre carrière, à votre jeu et ça peut être la raison de plusieurs types de blessures. Donc il faut garder ça à l'œil, vraiment garder ça à l'œil le plus longtemps possible. Donc voilà, 5-10 minutes, vous passez de la ligne de fond à la ligne du milieu de terrain, ok, aller-retour à chaque fois. Sur le programme Game On, on en a un qui est typique. Sur le tout premier e-book que j'ai sorti, le tout premier, je vous ai fait une séance d'échauffement dynamique que vous pouvez faire partout, n'importe quand, que ce soit avant la muscu, que ce soit avant les séances de basket, que ce soit avant même d'aller marcher, que ce soit en début de journée, enfin, bon bref, que vous pouvez faire un peu n'importe quand, qui est vachement complète et qui est adaptée un peu à toutes les problématiques du basketteur. Donc voilà, je ferai peut-être un petit rappel là-dessus sur l'échauffement dynamique pour éviter de se blesser, parce que voilà, l'échauffement, s'il est bien fait, qu'il est bien exécuté, ça va vous éviter plusieurs types de blessures quand même. Et ça, c'est très bien, surtout l'été. On veut pas être blessé, donc l'échauffement, c'est ce qu'il y a de primordial, vraiment de primordial pour éviter toutes ces choses-là, quoi. Donc pour éviter de se blesser sur le long terme, pour mettre son corps en activité, et l'échauffement, l'étirement dynamique, c'est très important. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur les échauffements dynamiques, et puis j'essaierai de faire ça au mieux. Donc voilà. Partie 2, le dribble. Là, le dribble, alors j'ai déjà fait une vidéo, donc je vais pas revenir et m'étendre là-dessus trop longtemps, mais il y a 5 façons de travailler le dribble. Contrôle de balle, la puissance qu'on met au ballon, le coordination appui et les yeux, coordination appui et les yeux. Il y a le dernier, c'est les moves, et il m'en manque un, c'est la capacité à faire deux choses en même temps. Donc voilà, pour vous donner un petit exemple, pour faire le contrôle de balle, c'est tout simplement ce que les Américains appellent les cuffs, C-U-F-F. Vous mettez deux plots en face de vous et vous dribblez une fois à l'intérieur des deux plots, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez mettre trois plots, une fois à l'extérieur, une fois entre les deux premiers plots, une fois entre le 2 et le troisième plot, une fois derrière le troisième plot, et on revient toujours de la même main. Mais voilà, faire quelque chose qui va vous faire travailler le contrôle de balle, donc ça peut être de multiples choses, le V-dribble, les choses entre les jambes, les dribbles entre les jambes, pardon. Toutes ces choses-là, ça peut vous faire travailler dans le bon sens, donc il ne faut pas hésiter à en faire. La puissance qu'on donne au ballon, alors ça c'est à la fois ce qu'il y a de plus bizarre à travailler, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous dribblez avec un ballon qui est dégonflé, l'option numéro 1. Soit vous dribblez sur un tapis, option numéro 2. Du coup, ça va faire perdre de l'énergie au ballon et il va remonter beaucoup moins vite. Donc, il va vraiment falloir mettre de la force dans le ballon pour qu'il remonte. Soit dribbler sur de l'herbe. Donc, pas de l'herbe qui est, vous savez, rasée, je sais pas comment on dit, tondue à plat, vraiment très bas. Quelque chose où il y a un peu plus de volume. Et ça va faire perdre de l'énergie au ballon pour remonter. Et il y a ça qui est possible. Il y a dribbler sur un tapis. Et sinon, il y a se surélever. Voilà, se surélever de, je sais pas moi, 10, par exemple, monter sur une chaise, par exemple, et dribbler. Vous allez voir que vous n'avez pas l'habitude de dribbler aussi bas, donc il faut forcer un peu plus sur la balle pour qu'elle remonte. Et ça peut permettre de travailler justement cette puissance qu'on donne, cette force qu'on donne au dribble. Ensuite, coordination, appui, main, appui, dribble. Ça, c'est sur de l'échelle de rythme, c'est avec une ligne, mettre un pied à l'extérieur, un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur de cette ligne tout en dribblant. C'est faire des crossovers, c'est mettre trois plots, aller chercher. Enfin, il y a tellement d'exercices qui sont imaginables. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos là-dessus, mettez-moi dans les commentaires s'il y a des vidéos, des thèmes que vous voulez que j'aborde. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à faire ça.
Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille en fait avec de la coordination pure, plus un ballon en dribblant. La faculté à faire deux choses en même temps, donc soit dribbler avec deux ballons et faire des moves avec deux ballons, soit avec une balle de tennis, soit, enfin il y a plein de choses qu'on peut essayer d'imaginer pour être capable de faire autre chose. Ça c'est ce qui est le plus intéressant, surtout pour les meneurs de jeu, que vous soyez capable d'annoncer un système, de voir ce qui se passe sur le terrain tout en gardant votre dribble. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc donc voilà, et puis le dernier aspect, c'est l'aspect move. Donc, au final, travailler pour faire des crosses, quoi. Donc là, c'est de la répétition, c'est vous dire, pendant les 5 prochaines minutes, je fais le cross d'Allen Iverson à droite. Vous mettez un plot, paf, cross, j'accélère. Je fais demi-tour, je vais vers le plot, cross, j'accélère. Et vous faites 2 fois 5 minutes de chaque côté. Et croyez-moi que si vous faites ça avec suffisamment d'intensité, vous allez exploser le truc. Maintenant, n'oubliez pas qu'il vous faut une routine de dribble de 5-10 minutes que vous faites tous les jours. Voilà, ça peut être, vous pouvez faire la mécanique de dribble de Stephen Curry, pardon, la routine de dribble de Stephen Curry. Plein de choses qui vont vous aider. Qui vont vous aider justement à vous améliorer à ce niveau-là. Moi, je crois beaucoup en ça, la routine de dribble, parce que c'est pareil, de la mémoire musculaire. Si on en fait un peu tous les jours, il y a de grandes chances de devenir meilleur. Donc voilà. Donc, après l'échauffement, on fait sa petite routine de dribble et puis on travaille le dribble. Alors, soit vous travaillez un peu des 5 aspects dans la même séance, soit vous faites, mettons, du 5 fois par semaine. Vous faites première séance, je sais pas moi, la force donnée au ballon. Deuxième séance, appui dribble. Ensuite, capacité à faire 2 choses à la fois le mercredi. Bref, vous avez compris un peu la mécanique de tout ça. Organisez-vous un peu comme vous pouvez, comme vous voulez, comme ce qui semble mieux. Testez des choses. Ensuite, la mécanique de shoot. La mécanique de shoot. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que travailler la mécanique de shoot, c'est une perte de temps? Non, c'est pas une perte de temps, mais je dirais même qu'il faut absolument le faire. C'est un gagne-temps, vraiment. Quand on arrive dans un gymnase, je vois ça avec les équipes que j'ai pu coacher. On arrive, paf, on envoie des grands 3 points, on envoie des grands tirs mi-distance. Et c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais vue sur un terrain de basket. C'est la plus grosse bêtise parce que, en fait, on a tous eu cette problématique de se dire je marque pas mes paniers, il n'y a pas 2 shoots que je fais qui sont pareils. À chaque fois, je finis pas pareil. À chaque fois, une fois ma deuxième main vient aider, une fois elle vient pas aider. Et pour régler ce souci, c'est la mécanique de shoot. Donc on arrive, on fait ça à une main d'abord, paf, on se met à 1 mètre du cercle, des switches, on change de spot, ensuite on rajoute la deuxième main, etc. Donc non, c'est pas une perte de temps. Et au contraire même, c'est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, il faut faire au moins 5 minutes de mécanique de shoot à chaque fois. Donc voilà, donc je vais vous donner 5 astuces pour justement améliorer sa mécanique de tir. La première, comme déjà abordé dans ce podcast, mécanique de shoot à une main. Tac, on met le ballon au-dessus de la tête, boum, on essaye de s'appliquer pour finir, faire en sorte que le ballon tourne bien. Et le but c'est de marquer. Donc il y a 5 spots, les 2 à 0 degré, les 2 à 45 et celui sur l'axe du coup panier-panier. Et le but c'est de marquer 5 switches sur chacun des spots. Pardon, je suis bien fatigué. Je pense que le fait de m'être coupé le doigt, ça m'a bien calmé. Mais voilà, mettre 5 switches par spot avant de changer de spot. Une fois qu'on a fait ça, on recule d'un pas, pardon. Donc aspect numéro 2, on recule d'un pas, on met un peu plus de distance, toujours à une main. Puis ensuite, on rajoute la deuxième main sur cette distance-là. Ok, une fois qu'on a mis les 5 switches sur 5 spots, on refait 5 switches sur 5 spots avec la deuxième main. Là, appliquez-vous pour qu'il n'y ait pas le pouce de votre main faible qui aide, pour avoir vraiment la bonne mécanique de tir. Puis on recule encore d'un pas avec cette deuxième chose. Pareil, 5 switches. Puis on recule d'un pas sur les 5 spots, 5 switches. Mais cette fois-ci, on commence à mettre de l'impulsion avec les jambes. On commence à fléchir, à avoir un peu cette impulsion, à sauter un petit peu. Ok, donc ça c'est le quatrième astuce. Et la dernière,
c'est de faire, et cette vidéo je l'ai déjà faite sur YouTube, donc je vous invite à aller la voir pour reprendre de la confiance. On se met sur un spot, peu importe, moi j'aime bien faire axe panier-panier, et on démarre. Il faut marquer 2 switches d'affilée pour pouvoir, 2 paniers d'affilée pardon, pour pouvoir reculer d'un spot. Je marque 2 paniers, je recule d'un spot. Si je loupe un, je recommence à 0. Si je loupe un, je recommence à 0 sur le même spot, pardon. Si je loupe 2 d'affilée, je recommence à 0, 0, 0. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la ligne à 3 points, voire même un pas derrière la ligne à 3 points. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous prendre environ 5-10 minutes et vous avez fait votre mécanique de shoot. Et vous allez voir que sur la séance qui va suivre, le shoot, ça va pas être un problème pour vous parce que vous êtes prêt, vous êtes ready comme on dit, et vous êtes en bonne disposition pour pouvoir avoir cette mécanique de shoot prête et pouvoir marquer vos paniers. Ce qui amène du coup à la situation numéro 4, pardon, les situations de jeu. Donc là, les situations de jeu sont liées à votre inventaire. Comme déjà dit sur la vidéo YouTube où je vous explique comment travailler pour l'été, et voilà, vous prenez 5 situations et puis vous les travaillez le plus possible. Ok, vous les travaillez le plus possible, genre comment dire, ça va dépendre de votre niveau, mais voilà, l'idée c'est de les travailler soit en mettant X nombre de paniers, soit en mettant X nombre en switch. Mais par exemple, moi ce que je travaillais beaucoup, c'était l'attaque du cercle sur pick and roll. Ok, tac, j'attaque le cercle sur pick and roll, je m'arrête à mi-distance, je shoot. Et je travaillais beaucoup ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait en match, j'avais pas beaucoup ces shoots là. J'avais pas beaucoup les shoots de pick and roll, tir mi-distance. En fait, je tirais quasiment jamais à mi-distance. Et donc du coup, j'ai changé ça en mettant pick and roll, et en fait je m'arrête derrière l'écran pour shooter à 3 points. Ou pick and roll, j'attaque le cercle, je pose un temps d'arrêt et je réaccélère pour aller finir sous le cercle. Mais des situations probables en match par rapport à notre style de jeu, par rapport à ce qu'on nous demande, par rapport à notre poste de jeu, tout ça va nous permettre de pouvoir être meilleur. Donc 5 situations avec un contrat sur chaque situation. Et plus tard dans l'été, l'idée ça va être de rajouter, donc faites cette situation là, et de rajouter ce qu'on appelle un counter, donc une option supplémentaire. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de passer le pick and roll, shooter à 3 points. Et le counter, ça pourrait être passer le pick and roll, ne pas shooter à 3 points, recrosser pour reprendre l'écran derrière, donc le rescreen, reprendre l'écran derrière et s'arrêter pour shooter à 3 points. Donc voilà, on a ces 2 options-là et on va pouvoir travailler sur ces 2 options-là. Mais avant de travailler tout ça, ce qui est le plus important pour vous, pour pouvoir progresser, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là, dans quelle situation on va les faire, pourquoi, comment faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est souvent le problème. C'est-à-dire que attaquer le cercle pour attaquer le cercle, c'est bien. Vous allez être super bon à ça à la fin de l'été. Mais si vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut l'utiliser, si vous n'êtes pas, et on en revient à la visualisation, si vous n'êtes pas visualisé un peu la chose avant, ça va être compliqué. Donc, quand vous allez au cercle, ok, vous attaquez le cercle et vous dites, ok, dans votre tête, vous visualisez la chose. Ok, là, il y a le défenseur qui vient. Du coup, je réaccélère. Et à chaque fois, vous visualisez le défenseur qui est face à vous. Donc, ça va vous demander beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Mais c'est tellement valorisant parce qu'au final, quand vous allez arriver en match, ce shoot-là, vous l'avez vu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois. Ce qui fait que c'est un jeu d'enfant pour vous. Vous êtes visualisé le défenseur qui fait ça. Et du coup, ça devient ça devient un réflexe pour vous. Donc, voilà, travailler les situations de jeu, c'est intéressant. À chaque séance, il faut mettre comment on appelle ça, pas à chaque séance, mais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, se mettre une exigence supplémentaire. Ça peut être comme exigence supplémentaire, ça peut être marquer plus de paniers, ça peut être aller plus vite, ça peut être rajouter un counter, ça peut être tout ça. Mais soyez créatifs là-dessus, mais à chaque séance, vous devez vous responsabiliser, vous devez vous motiver à passer à quelque chose de supérieur, à passer à quelque chose de mieux. Voilà. Ça, c'était pour les situations de jeu. Aspect numéro 5, le shoot. Là, on veut de la répétition, 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 de la répétition. Mais attention, si vous êtes crevé et que vous tirez sans mettre de l'impulsion sur vos appuis, qu'il n'y a plus de rythme, qu'il n'y a plus rien du tout, on stoppe. On n'est pas, le but, c'est pas de se tuer à la tâche et d'apprendre à shooter n'importe comment. Le but, c'est de shooter avec un maximum de qualité. Donc là, tout ce que vous avez fait avant, échauffement, dribble, mécanique de shoot, situation de jeu, c'est déjà fatigant. Donc peut-être qu'au tout début de l'été,
la quantité de shoot va pas forcément être intéressante, ou alors à une toute petite dose, mais il faut garder de la qualité. Si vous faites à la fin de tout ça, vous faites 500 shoots, mais qu'en fait vous tirez à 2 à l'heure, vous êtes plus sur du catch and shoot, vous êtes plus sur du un drip tir avec explosivité et tout ça, on stoppe là. C'est plus, ça se fait plus, on se fait plus de mal que de bien en faisant ça, d'accord? On se fait beaucoup plus de mal que de bien, donc voilà, peut-être mettre 2 par spot avant de partir, tout ça. Enfin bon, vous avez compris un petit peu tout ça. C'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle les personnes abandonnent leur programme, c'est parce qu'elles trouvent que c'est trop dur et elles s'écoutent pas assez. Quel que soit le programme, quelles que soient vos ambitions, on ne force jamais quelque chose. Compris? On ne force jamais quelque chose. Je répète une dernière fois, on ne force jamais quelque chose. On écoute son corps, on écoute son esprit. Si vous forcez à faire quelque chose, dans 2 semaines, vous allez arrêter parce que ça vous intéresse plus, parce que vous prenez plus de plaisir à faire ça. La raison pour laquelle les gens arrêtent et abandonnent un programme, c'est parce qu'ils sont pas challengés. Donc, c'est pas ludique, ça les intéresse pas et ils se sentent pas progresser. Voilà, l'unique raison, c'est ça. C'est parce que, vous prenez pas de plaisir à le faire et vous êtes trop fatigué à la fin. Pensez à vous écouter. Ne forcez jamais quelque chose. Si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. Ok? Si vous êtes ici, si vous êtes même à cette période-là du podcast, c'est que vous êtes ultra motivé. Donc je sais que vous allez forcément tomber dans cette situation de dire ok, je suis crevé, mais je vais quand même faire mes shoots à la fin. Non, on se stoppe là. Ok? Si vous voulez faire les shoots, vous allez vous poser, manger, faire une sieste, faire autre chose. Vous allez revenir tout à l'heure pour faire vos shoots. Ok? Mais on ne force pas quelque chose. On ne force pas les shoots. Ok? Mais là, l'idée, ça va être de faire de la répétition. Et enfin, dernière, le cool down. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent incompris par les gens. Pourquoi est-ce que c'est incompris? Le cool down. L'idée du cool down, c'est de passer sur quelque chose où on se challenge, où on est fatigué, à quelque chose où on peut, justement, c'est là le moment où on peut shooter à 2 à l'heure, où on peut faire des trucs avec beaucoup moins de rythme. Là, ça peut être de faire 5 minutes de shoot un peu random, un peu, je shoot, après on prend mon rebond, je tente des choses un peu folles, je mets pas beaucoup de rythme pendant 5 minutes, histoire de redescendre la pression. Et voilà, donc moi le cool down que je conseille, c'est d'essayer de marquer 2 lancers francs en switch d'affilée. Pourquoi? Parce que on continue de progresser avec ça. Les lancers francs, on n'a peut-être pas forcément pris le temps de les travailler juste avant, donc c'est le moment de les travailler. Vous allez voir que en vous forçant à vouloir mettre des lancers francs en switch, vous allez en mettre pas mal. On se rend compte que on va en shooter 10, on va en mettre qu'un seul en switch sur tout cela, mais par contre, on a marqué 9 sur 10 quoi. Donc c'est intéressant. Donc marquer 2 lancers francs en switch d'affilée. Pour la petite anecdote, quand Stephen Curry était en high school et qu'il faisait le camp Nike, oui, avant qu'il soit chez Under Armour, il faisait le camp Nike, Stephen Curry. Il ne quittait pas un gymnase, donc que ce soit l'entraînement du matin ou du soir, il ne quittait pas le gymnase sans avoir mis 10 lancers francs en switch d'affilée. Vous allez déjà voir que 2 en switch, c'est déjà pas mal. 2 en switch, c'est déjà pas mal. Donc allez jusqu'à 2, et puis voilà. Donc le cooldown, très intéressant. Voilà tout simplement du coup pour tout ça. Pour cet aspect entraînement. Maintenant vous avez toutes les clés pour pouvoir vous entraîner correctement, avec intelligence, avec tout un tas de choses, et du coup c'est ça qui va être intéressant. Donc là tout de suite on va passer sur la partie Q&A, la partie questions-réponses. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, et je vais y répondre maintenant. Laissez-moi juste prendre mon téléphone et de lire les questions que vous avez pu me poser, tout simplement. J'en ai eu beaucoup, donc on va essayer de trier un petit peu. Yannick West 02 qui me dit comment travailler ces changements de rythme, la maîtrise de balle. Alors, comment travailler ces changements de rythme et la maîtrise de balle? Et comme je viens de le dire à l'instant, les changements de rythme, c'est quelque chose, c'est la qualité au-dessus de la quantité. Donc, si tu es capable d'en faire 5 très bien, tu en fais 5 très bien, et puis dans une semaine, tu en feras 6, puis 7, mais il faut que ça soit vraiment passé de 0 à 100. Pour travailler les changements de rythme, il faut beaucoup de repos, il faut vraiment pouvoir revenir à 100%. Donc voilà, l'idée c'est de passer de 0 à 100 km/h, donc il faut analyser les mouvements des joueurs NBA, il faut analyser tout ça, et il faut les travailler de manière intelligente
est qualitatif et non pas quantitatif. Et la maîtrise de balle, du coup, on l'a vu juste avant sur le dribble. Voilà, il y a 5 façons de travailler le dribble, routine de dribble, etc. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc travailler les changements de rythme avec la balle. Voilà, tu t'amuses à dribbler. Sur les situations de jeu, peut-être qu'il y a des moments où il va falloir que tu fasses preuve d'explosivité, de changement de rythme, avec le dribble, sans le dribble. Donc voilà. Loïs PLT qui nous dit que faire si tendinite. Eh ben, tout simplement ne pas s'entraîner pendant un petit moment, faire de la kiné, aller voir son médecin. Je suis pas médecin, donc j'ai des notions un petit peu parce que j'en ai déjà eu des tendinites. Mais voilà, faut toujours écouter son corps. Vous êtes des sportifs, même si vous jouez pas forcément, sur certains c'est le cas, mais pour d'autres non, vous jouez pas forcément à très haut niveau. Vous êtes des basketteurs de haut niveau. Dans votre tête, vous êtes des basketteurs de haut niveau. Donc votre corps, c'est votre outil de travail. Il faut s'écouter, il faut aller voir les médecins, les gens compétents pour pouvoir vous aider là-dessus. Donc voilà, moi je conseille, c'est un peu de repos, de faire 3 jours off, de voir si ça va mieux, si ça va pas mieux, médecin, kiné, et on revient quand on est prêt. Comment être meilleur en 1 contre 1? Très bonne question de Zoyaki. Très bonne question. Comment être meilleur en 1 contre 1? Déjà, première chose, petit coup de gueule, j'ai horreur d'aller sur les playgrounds et de vous voir faire des 1 contre 1. C'est du n'importe quoi. Vous utilisez 250 dribbles, vous partez tête de raquette, mais vous faites tellement de dribbles que vous vous retrouvez à l'intérieur de la raquette avant de lancer un move. Excusez-moi d'utiliser ce vocabulaire, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça va pas vous faire progresser, ça va même vous faire régresser. Arrêtez, c'est 1 contre 1. En match, quelle est la particularité du 1 contre 1 en match? C'est sur un espace restreint et vous n'avez pas 250 dribbles pour pouvoir faire la différence. Si vous avez un système qui vous permet de vous faire une isolation, vous n'avez pas 24 secondes pour faire un 1 contre 1, c'est pas vrai. Vous devez faire la différence entre 2 et 5 secondes. Même entre 1 et 5 secondes. Donc imposez-vous un rythme, c'est-à-dire 5 secondes la possession, un nombre de dribbles limité et un espace sur le terrain limité aussi. Quart de terrain, ça peut être ça peut être quart de terrain, ça peut être ne pas dépasser, vous savez, la continuité de la raquette, mais soyez malin, arrêtez de faire ces 1 contre 1 là. Ouais mec, je te prends 21 points, vas-y, je te prends 21 points, vas-y, machin. Et vous faites 250 dribbles parce que vous êtes crevé, etc. Ça n'a aucun sens, ça a aucune... Enfin bon bref, me faites pas faire le coup de gueule, mais je ferai une vidéo là-dessus, promis, sur YouTube, parce que je vois tellement de 1 contre 1 fait n'importe comment. Quand je viens entraîner mes U20, quand j'entraîne mes U20, ok, ils ont le droit d'arriver jusqu'à 15 minutes en avance parce qu'on a le premier créneau. Et les 5 premières minutes, donc on commence à 18h, de 18h à 18h05, c'est libre pour les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Les plus intelligents, ils font de la mécanique de shoot. Enfin, les plus intelligents, les plus investis, ils font de la mécanique de shoot. Ceux qui veulent faire un peu n'importe quoi, ils font des 1 contre 1. Et la manière dont je leur vois faire des 1 contre 1, je dis rien parce que c'est leur moment à eux, mais finesse. Si vous voulez, la meilleure façon de devenir un moins bon joueur de basket, c'est de faire les 1 contre 1 comme ce que vous faites. Donc soyez malin pour les 1 contre 1. Et il y a une façon aussi de travailler son cardio en faisant des 1 contre 1, c'est de faire des 1 contre 1 tout terrain. Mais si vous faites des 1 contre 1 tout terrain trop long, ça va plus ressembler à rien parce que vous allez être crevé. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des 1 contre 1 tout terrain en 2 minutes, des manches en 2-3 minutes. Et à chaque panier, un lancer franc pour celui qui a marqué le panier et ça repart derrière. Comme ça, vous avez des... Au basket, le but, c'est pas de savoir courir pendant 45 minutes sans s'arrêter. Ça, quand je vois encore, il y a encore des coachs aujourd'hui qui font faire de la piste à leurs joueurs, c'est horrible. Non, le basket, c'est un sport où tu passes de 0 à 100 km/h en 2 secondes et ensuite tu as 10 secondes de récupération. Ok, donc le basket, physiquement, c'est un jeu de celui qui va récupérer le plus vite. Ok, donc soyez malin là-dessus. Donc les 1 contre 1 tout terrain avec un peu de limité, mais voilà, comment être meilleur en 1 contre 1, Zoyaki, voilà la réponse à ta question. Combien de séances par semaine? Alors comme je vous l'ai dit, soit vous faites un petit peu tous les jours, qui est très bien, soit je vous conseille de faire 3 à 5 fois par semaine. Donc c'est 3 à 5 fois par semaine, ces 3 fois c'est lundi, mercredi, vendredi. Ok, un jour entre chaque, et là on peut y envoyer. Ces 4 fois c'est lundi, mardi, pause de mercredi, jeudi, vendredi.
Le mercredi, vous pouvez aller faire un autre sport, je sais pas moi, du tennis, du beach volley, de tout ce que vous voulez, un autre sport, un truc qui n'a rien à voir, un footing, pourquoi pas. C'est 5 fois par semaine, je vous conseille de faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et de prendre off samedi, dimanche. Voilà, combien de séances par semaine, et voilà. Le mieux, c'est seul. Donc voilà, c'était une question de RVNL. Et il m'a posé une deuxième question. Est-ce que c'est mieux seul ou avec des potes pour faire des matchs? Je pense que c'est mieux de le faire à plusieurs parce que déjà vous vous entraînez entre vous. Et ça c'est fort. Parce que vous vous imposez d'être présent tel jour à telle heure. Et ça c'est fort aussi. Et parce que vous pouvez travailler des vraies situations de jeu. Parce que vous pouvez rajouter une défense coachée et tout ça. Donc moi je vous conseille de faire à plusieurs. Même le programme, ce que je vais dire c'est catastrophique. Mais vu que le but c'est de vous voir progresser. Si vous voulez faire le programme Game On de chez Reaching Sports, vous pouvez vous mettre à 2, à 3, à dire ok, chacun met un petit peu dans la cagnotte et on s'achète le programme et on le fait tous les trois ensemble. Mais au final, le but c'est de progresser. Donc voilà, moi je conseille de faire à plusieurs. Après, si tu es tout seul, il faut avoir une vraie détermination. Mais c'est pas mauvais non plus. Mais voilà, plusieurs, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Quoi d'autre? Comment m'améliorer en détente? Il y a eu pas mal de questions là-dessus. Là pour l'instant c'est Oula. VANDENDRIESLOYD 19. Je suis désolé de ne pas avoir prononcé ton prénom, mais je préfère ne pas le prononcer pour éviter de faire une faute. Comment m'améliorer en détente? Écoute, on va faire une vidéo, un sujet vraiment approfondi là-dessus où je vais essayer de faire venir des guests NBA. Ok. Donc, je vais y répondre très brièvement. L'idée, donc il y a l'histoire de force, vitesse, machin et tout. Non, l'idée c'est de travailler un mixte entre la pliométrie, donc sauter tout simplement. Sauter sur une boîte, sauter sur un banc, sauter sur place, s'entraîner, donc faire des dunks un peu random. Là on va au playground, il y a un panier qui est un peu plus bas, on va s'entraîner à dunker. Et de la force en salle de muscu. Du squat, du soulevé de terre, du gainage, voilà, soulever lourd. Faire un mélange de tout ça et t'inquiète que tu vas prendre en détente de ouf. Donc inscris-toi à la salle mon gars et tu vas être un monstre en septembre à la reprise. Il y a des questions que je réponds pas tout simplement parce que on y a répondu dans ce podcast. Faut-il s'entraîner tous les jours maintenant qu'on a le temps? Donc Max BRT 2407, tu peux t'entraîner tous les jours à courte intensité ou alors avec vraiment forte intensité plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours. C'est ce que je conseille. La deuxième option c'est celle que je préfère personnellement. Donc voilà. Je vais pas répondre à toutes les questions. Il y a une question qui est intéressante. Pourquoi être coach de basket? C'est ou c'était qui ton mentor? En fait, à titre personnel, j'étais fan de basket. Quand je suis arrivé en seconde, donc quand j'avais 15 ans, je me suis dit, je m'en fous, je veux aller aux États-Unis, jouer en université américaine, c'est mon objectif de vie. Et une fois que tu l'as atteint, donc j'ai joué en prep school, j'avais des contrats en division 2 NCAA. Une fois que tu l'as atteint, il y a beaucoup moins d'envie de forcer un peu le truc, de forcer un peu le trait. Du coup, je me suis dit, j'aime trop ce sport. Mon love pour le basket, il a jamais diminué, voire même augmenté. Et j'ai appris tellement de choses grâce à ce sport que je veux donner ça au plus de gens possible. Donc j'ai commencé par être coach dans le club dans lequel je suis. Puis je me suis dit, comment étendre mon message le plus possible de créer Reaching Sport. Donc voilà. Et mes mentors, j'en ai eu beaucoup. Des mentors dans les livres notamment. Coach John Wooden, Coach K, Mike Malone de Denver me fait vraiment kiffer dans le jeu. Sinon, j'ai eu des camps de basket, donc j'ai fait des camps de basket comme beaucoup de personnes et j'ai eu des coachs là-bas qui étaient géniaux, qui m'ont inspiré à forcer un peu la chose. Voilà, mes coachs aux États-Unis qui m'ont montré ce que c'était que de travailler dur, que de faire passer un message. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Je suis passé coach parce que je veux vous faire passer tout ce que ça m'a appris. Le basket, ça m'a fait passer d'un élève en échec scolaire, 5 de moyenne en terminale, à comprendre ce que ça voulait dire que de bosser, se fixer des objectifs, etc., tout faire pour les atteindre. Et donc du coup, à devenir un basketteur
un être humain qui se fixe des objectifs, qui se crée sa boîte, qui abandonne pas. Parce que les temps sont durs quand on crée une boîte, surtout quand on le fait ça pendant le Covid. Les temps sont durs. Donc voilà, les aspirations, c'est tout ça. Et j'espère que vous kiffez, à fond le message que je souhaite faire passer. Donc voilà pour les questions. Il existe aujourd'hui 3 programmes Reaching Sport, programme Game On, sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qu'on a dit sur la vidéo. C'est déjà fait pour vous. Vous avez juste à poser le cerveau, prendre votre fiche d'entraînement, prendre votre téléphone, vous connecter à votre compte et faire la séance qui vous est demandée. Et vous allez progresser, progression garantie. On l'avait testé ce programme sur un échantillon de joueurs, ça a cartonné. Tous les gens qui l'ont acheté l'année dernière, il n'y a eu que des résultats positifs. Tous les gens qui l'ont acheté cette année, pour l'instant, ils sont satisfaits. J'ai jamais eu de retour négatif, donc foncez. Programme Ball Strong, programme de musculation. Il y a eu des joueurs qui ont gagné 10-15 cm de détente avec. J'ai un joueur qui était en U20, alors je l'ai plus cette année, qui s'appelle Nelson, qui a fait le programme et qui touchait le cercle quand il a commencé le programme. Et maintenant est capable de faire un dunk sur jeu placé. Ou alors des joueurs qui physiquement avaient un petit peu de mal à passer à la catégorie U17 à U20 et aujourd'hui s'entraînent avec de la Nationale 3. Donc franchement, ce programme, c'est pas celui dont je suis le plus fier parce que c'est vraiment le programme Game On auquel j'ai mis le plus d'énergie. Mais Coach Mike, qui était le préparateur physique à Aspire Academy, qui a fait le programme Ball Strong, il a vraiment fait un taf incroyable. Et enfin, le programme de préparation mentale qui est fait par moi-même, dans lequel j'aborde plusieurs sujets, une vingtaine de sujets, avec des exercices à faire, justement de visualisation, toutes ces choses-là. Donc voilà, il existe tout ça. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires. Et voilà, je pense avoir tout dit. Prochain épisode, la semaine prochaine, normalement. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner. Il y a toujours le e-book qui est disponible en description, donc n'hésitez pas. Et voilà pour ce podcast aujourd'hui. Je vous dis à très très vite. I'm out. C'était Coach Mathis. Ciao.